donc c'est une marque de pneus, donc c'est une femme qui va en parler, avec toute la rupture que cela suppose. Moi, je trouve que c'est une revanche formidable, ce cas Pirelli, parce que, c'est un produit ingrat, le pneu. 2, c'est parti d'une discipline ingrate, la promotion. Enfin, c'est un objet promotionnel au départ. Discipline ingrate, il n'y a pas plus. C'est pas de l'image. Hein. Et c'est devenu le must du must. Et donc des pneus et un objet promotionnel. C'est un secteur ingrat pour la femme. Oui, c'est un secteur ingrat. Et c'est parti d'une idée ingrate aussi, la troisième ingratitude. C'est quand même l'histoire de la pin-up dans la cabine du camionneur. Donc ça fait 3 choses lourdes, pas évidentes en termes d'image, pas forcément positives. Et ils ont réussi à faire une référence en termes d'image, de premiumness, sans perdre leur âme. Enfin, pour moi, c'est la performance de cette marque. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils auraient pu prendre ou singer les codes pour pouvoir détourner ces éléments-là sans les exécuter proprement. Et là où je trouve c'est fort, c'est qu'ils sont allés au bout de cette idée du premium, non pas en volant aux autres secteurs, à la photo, au mannequinat et à la mode, enfin, j'allais dire tout ce secteur-là. L'idée, le principe, c'est qu'ils l'ont exécuté avec ce niveau-là, avec les bonnes signatures, avec les bonnes personnes, avec le bon niveau. Et du coup, ça a positionné durablement l'entreprise et la marque sur son caractère haut de gamme. Et ça, c'était quand même un point important, compte tenu du secteur de départ. Je pense que c'est vraiment la clé. La démarche est remarquable parce qu'ils ont pris... Ils n'ont pas cherché à avoir un objet, un message publicitaire ou un message de communication spécifique. Ils se sont dit, comment je vais pouvoir, par un objet, ils ont créé l'objet communicant. Finalement, ils n'ont pas créé un message ou une campagne, ils ont créé un objet communicant. Et leur calendrier, c'est un objet qui communique leur image. Et en plus, quand c'est un objet promotionnel, la pirouette est encore plus intéressante. Ils se sont appuyés. La communication, c'est pas forcément un spot, c'est pas forcément un message qu'on essaye de diffuser. C'est parfois une preuve, c'est parfois un objet, c'est parfois un packaging, c'est parfois... Donc la communication, elle est multiple. Et on a trop souvent tendance à raisonner en campagne alors qu'on peut raisonner plus large en se disant qu'est-ce qui dans ma marque pourrait être communicant? Et si c'est un sacré objet promotionnel, oui, allons-y, allons-y. Non, puis il est communicant au sens où il est un rendez-vous attendu et un millésime, par essence, puisque c'est un calendrier. Il est communicant par la qualité des personnes qui vont le produire ou le mettre en scène. Donc, et il est communicant parce que tout ça participe d'une écriture publicitaire, on pourrait dire quand même, mais par le biais des relations publiques et des relations presse, par le biais de la réputation et de ce que l'on en dit. Et l'ensemble nourrit une plateforme publicitaire finalement, mais qui est une plateforme publicitaire relationnelle, une plateforme publicitaire de réputation. C'est assez étonnant. C'est le buzz avant le buzz. Oui, c'est le buzz avant le buzz, je pense. La fonction élitiste aussi de la communication, oui. Et la leur. Oui, c'est d'être capable de retenir une partie du message, de retenir une partie de la quantité, puisque le nombre de calendriers n'est pas publié à 10 millions, parce que c'est quelques milliers. Et on voit aujourd'hui que cette rétention va jusqu'à la capacité de la marque à aller jusqu'à des ventes aux enchères, jusqu'à la notion même de série limitée, qui est finalement l'essence même de ce qu'est une marque de luxe, une marque de haut de gamme. Ils l'ont appliqué, y compris dans la manière dont ils ont diffusé le système, dans la manière dont ils ont propagé leur calendrier et les opérations de communication qui vont avec. Donc peu de gens sont invités, les enchères c'est pour peu de gens, les millésimes ça fait que ça arrive peu de fois puisque ça arrive qu'une fois par an. Enfin, tout est autour du petit nombre en fait aussi. Je crois que c'est encore une histoire d'être capable de sortir des clous, mais pas sortir des clous en faisant n'importe quoi. Je trouve qu'il y a une... Comment dire ça? Il y a une liberté, une ampleur fidèle à la plateforme de l'entreprise et à la plateforme de marque qui leur permet de faire un saut finalement bien plus lointain qu'en balbutiant un plan de communication opérationnel. Donc je trouve qu'il y a une ambition de communication derrière et il y a une ambition de marque. Et je trouve qu'ils servent cette ambition-là dans un secteur où c'était complètement étranger. Et puis en plus, ils considèrent qu'ils ne sont pas des fabricants de pneus, mais ils considèrent qu'ils sont une marque.
là encore, à une époque où la notion même de marque était quand même très ténue. Oui, c'est 64. Ils étaient tous en F1, ils le sont tous encore aujourd'hui, oui, voilà. en plus, donc c'est même pas la promotion. Et puis la F1, même si ça sert les marques, c'est quand même des notions de partenariat, d'image et de fourniture qui sont censées peser sur des excellences techniques, enfin des points très particuliers. Oui. Je trouve que ça construit moins une marque d'une certaine manière, ça construit un environnement et ça permet aussi d'animer le réseau et faire tout un tas de choses autour, parce qu'il y a toute la partie invisible de l'iceberg. Mais là, du coup, je trouve qu'ils ont considéré que leur entreprise était une marque et que ça donnait plus de résonance encore que la F1 et ça les faisait sortir du lot. Et en plus, ça servait leur positionnement de marque technique et premium. Et il y a aussi un autre point qui est important, c'est la notion de plateforme, parce que c'était pas évident. Vous êtes une marque de pneus dans un univers assez rude, et vous vous projetez dans un univers premium. Il aurait pu y avoir une espèce de distorsion, une non-crédibilité, mais ils ont réussi à garder leur plateforme de marque, parce que même dans leur projection dans le premium, ils n'ont pas fait un calendrier soft, de mode et tout ça. Il y a toujours le petit élément d'ADN. Les filles, elles sont toujours nues. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que c'est quand même l'origine, la pin-up du calendrier. Donc ils ont gardé quand même un petit peu les codes du secteur. Ils les ont remontés, mais ils n'ont pas essayé de se transformer en Hermès. Ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Ils sont restés sur la droite ligne de leur plateforme de marque et l'ont poussée vers des directions qui étaient insoupçonnables au départ, mais ils ont gardé leur âme. Ils ont gardé leur âme avec ce petit côté un peu... Même aujourd'hui, le calendrier, il a ce petit côté un petit peu rude encore. Ça n'aurait pas pu être fait par quelqu'un d'autre qu'un fabricant de pneus aujourd'hui, tel qu'il est. Moi, j'irais surtout regarder quelles sont les autres marques du secteur de l'équipement automobile. Je dis bien de l'équipement automobile et pas de... Et quelles sont celles qui auront fait quelque chose? À mon avis, pas grand-chose. Est-ce que Valeo, qui est un équipementier relativement premium dans la fourniture, a fait quelque chose? Non, c'est une marque quasiment industrielle, au CAC 40, cotée en bourse. Deux marques, c'est Pirelli et Michelin. Voilà. Michelin, à la différence de Pirelli, lui avait son bibendum et sa mascotte, le nom m'échappait. Et du coup, en cela, ils ont, eux, des ressorts de communication bien plus ancestraux, c'est faire de la mascotte et du logo un point d'identifiant et de sympathie qui exprime et qui est le fil conducteur de l'ensemble. Donc finalement, le cas était plus simple, je trouve, que celui de Pirelli, qui est réellement exprimé une plateforme et qui n'a pas le prisme ou la facilité ou le crochet rapide finalement d'avoir une mascotte comme cet LM là aujourd'hui, etc.